Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Sophie Beugnot, je suis psychologue et je vous accueille à cette présentation donnée par Allergie Québec sur l'anxiété et les allergies alimentaires. Donc, juste un petit peu sur moi, je suis psychologue en pratique privée et j'ai développé un intérêt pour les allergies alimentaires, entre autres parce que j'ai un petit garçon de 7 ans qui a une allergie aux arachides et donc j'ai moi-même essayé de développer des outils pour gérer mon anxiété et la sienne. Et j'ai collaboré avec Allergie Québec sur des projets justement de conférences et j'ai réalisé qu'il y a un grand besoin d'informations, de soutien pour les familles, les personnes allergiques. Et donc, nous voici ce soir. Donc, bienvenue. Petite question technique. Donc, vos micros sont automatiquement fermés. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne peut pas vous entendre. Vous allez me voir maintenant et à la fin de la présentation pour la période de questions. Mais dans un instant, on va fermer la webcam et vous aurez accès à la présentation et aux diapositives. Vous devriez aussi voir sur votre écran un petit icône ou quelque chose qui dit clavardage ou chatter. Vous pouvez utiliser cette fonction-là pour nous envoyer vos questions, taper vos questions. Et je pourrais les voir donc et en adresser quelques-unes au moins à la fin de la rencontre. Voilà, donc bienvenue et puis on se revoit à la fin. Donc, alors, l'objectif de la présentation de ce soir, c'est de voir comment composer avec l'anxiété qui est liée aux allergies alimentaires. Donc, mon objectif, c'est que vous puissiez partir avec quelques outils, de l'information sur c'est quoi l'anxiété, comment est-ce que je reconnais les signes d'anxiété, quand est-ce que mon anxiété ou celle de mon enfant semble excessive et demande des stratégies particulières ou une attention particulière. Donc, on va parler outils, stratégies pour gérer l'anxiété. On va vous donner quelques trucs donc pour les parents anxieux, aider aussi votre enfant à vivre avec son allergie. Je vais aller un petit peu plus largement que juste l'anxiété parce que dans l'anxiété, il peut y avoir aussi la frustration de se sentir différent, des préoccupations par rapport à se sentir embarrassé en public par rapport à son énergie ou avec ses amis. Donc, on va parler un petit peu de ça aussi. Puis, de la période adolescente, qui est une période qui soulève beaucoup d'anxiété, en particulier pour les parents, étant donné les défis qui apparaissent à ce moment-là avec l'adolescent qui se sépare tranquillement, qui devient plus autonome, un petit peu plus, qui tient tête un petit peu plus aux parents et qui ne fait pas toujours ce qu'il est supposé faire ou elle est supposée faire. Donc, on va parler de cette période-là un petit peu aussi à la fin. Et je vais terminer aussi avec quelques ressources, surtout des ressources en ligne qu'on peut trouver qui sont vraiment utiles pour aller chercher d'autres outils, d'autres informations. Donc, premièrement, que sait-on de l'anxiété? L'anxiété des parents, mais aussi des fois c'est l'anxiété des enfants, évidemment. Il faut se rappeler que vous n'êtes pas tout seul si vous êtes anxieux. On peut observer qu'à peu près 15% des parents qui ont des enfants allergiques peuvent sentir une anxiété sévère. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre nous, la plupart des gens allergiques ou des familles aux prises avec une allergie alimentaire, s'en tirent plutôt bien. Il peut y avoir des périodes d'anxiété, mais c'est une anxiété qui est légère à modérée, puis on s'en tire pas mal en bout de ligne. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'anxiété se traite. C'est quelque chose qu'on peut vraiment adresser quand on a des stratégies, quand on sait quoi faire. Elle peut varier en intensité, mais ça se traite très bien et aussi avec une aide professionnelle dans les cas plus sévères. Donc, il faut se rappeler aussi que l'anxiété, c'est un mécanisme utile. Donc, quand on est anxieux, qu'est-ce qu'on fait? On sent un danger, on a peur et on devient vigilant. Et on sait évidemment que quand on a une allergie alimentaire, la vigilance est essentielle. Mais jusqu'à un certain point. Au-delà d'un certain seuil, la vigilance peut devenir donc inutile. Elle n'ajoute rien à la sécurité. Et de plus, quand on est hyper vigilant de façon constante, on peut se causer un épuisement, d'autres problèmes au niveau de l'humeur. Donc, c'est vraiment une question de doser l'anxiété, doser la vigilance pour pouvoir composer à long terme. Je vais vous donner un exemple, puis je vais revenir à cette métaphore-là ou à cet exemple-là de différentes façons au cours de la présentation.
Mais on peut penser, par exemple, à la question d'apprendre à conduire ou de conduire simplement. Quand on conduit, il faut être vigilant. Conduire comporte des risques pour soi-même et pour les autres, mais on apprend à manier cet engin-là avec des stratégies, avec des règles qui font que ça diminue les risques de danger pour soi et pour les autres. Si on est hyper vigilant quand on conduit, si on n'ose pas sortir de notre entrée parce qu'il y a des autos qui passent dans la rue ou parce qu'il y a de la neige sur la chaussée, ben ça ne nous avance pas. On est trop vigilant, on fait trop attention et en bout de ligne, ben, il faut apprendre à conduire. Donc, c'est d'apprendre à gérer les risques, à suivre des règles de sécurité pour faire des activités, dans ce cas-ci conduire, mais en minimisant les risques et les dangers. Donc, c'est la même chose avec l'allergie alimentaire. Il y a des risques, excusez-moi, il y a des stratégies, il y a des règles de sécurité à suivre. Et une fois qu'on les connaît et qu'on les suit, aller être vigilant au-delà de ça n'ajoute pas grand-chose autre que de l'anxiété. Donc, on va parler un petit peu plus de ça aussi. C'est sûr, comme je disais tout à l'heure, l'anxiété peut varier. On a des périodes où est-ce qu'on s'habitue, on oublie un peu, on se sent plus confortable, mais elle peut revenir. Par exemple, certainement lors du diagnostic initial, c'est inconnu, on ne sait pas encore quoi faire, on n'est pas outillé, on a des scénarios de peur en tête. Donc, c'est une période qui va être plus anxieuse. Après une ingestion accidentelle ou un choc anaphylactique, évidemment, ça va ramener la période d'anxiété. Ou toute étape développementale, nouvelle étape développementale, par exemple, notre enfant qui rentre à l'école ou qui change de garderie ou qui va dans un camp pour l'été pour la première fois. Alors, c'est normal de se sentir à nouveau activé dans ces moments-là, ce qui n'est pas mauvais parce que ça nous remet dans un état de vigilance et on va aller faire les choses nécessaires pour assurer la sécurité. J'ai une maman qui décrivait cette étape-là, par exemple, après un choc anaphylactique ou une ingestion accidentelle. Elle parlait de ça avec sa fille comme, ben, quand ça nous arrive, on le sait, pendant une certaine période, on va rétrécir la bulle autour de nous. On va rendre la bulle plus petite. On va être moins confortable à essayer des nouvelles choses. Et on va tranquillement et graduellement travailler à réélargir cette bulle, retrouver nos zones de confort et un sentiment de normalité. Donc, on peut s'attendre à ce genre de variation-là, à ce genre d'étape-là quand on vit avec une allergie alimentaire. Il y a certaines études qui ont montré que l'anxiété peut être plus élevée chez les mamans, simplement du fait que ce sont souvent les mamans qui ont la charge de planifier les repas, planifier les sorties chez les amis et qui se mettent cette responsabilité-là. Donc, ça peut être plus présent chez les mamans. On sait, bonne nouvelle, c'est que l'anxiété tend à diminuer avec la prescription d'un auto-injecteur. Donc, quand on sort de chez le médecin après le diagnostic initial, on va chercher notre auto-injecteur. Ça donne un sentiment de plus grande sécurité, évidemment. Et on peut aussi retrouver une anxiété plus élevée chez les parents qui ont plusieurs enfants allergiques. Certaines études ont montré ça. OK, merci. Donc, ce qui peut arriver aussi quand on est anxieux, c'est qu'on va avoir une tendance à retarder l'indépendance dans les activités. Donc, il va y avoir une supervision requise plus longtemps, par exemple, accompagner nos enfants aux fêtes d'enfants plus longtemps. Quand ils vont être plus vieux, on a plus de difficultés à les laisser faire ça de façon autonome, sans supervision. Donc, c'est correct, c'est normal. Tranquillement, on travaille à se séparer et avoir confiance. L'incertitude à long terme, l'inquiétude, c'est une des formes que peut prendre l'anxiété avec une allergie alimentaire, quand on s'inquiète, tendance à s'inquiéter. La frustration par rapport au manque de sensibilisation de l'entourage. On va chez les grands-parents ou chez la belle famille et puis il y a des arachides au buffet ou des œufs qui circulent et on se sent frustré du manque de sensibilisation de l'entourage. Donc, il y a de l'éducation à faire de l'entourage dans beaucoup de cas. On sait évidemment que ça peut avoir un impact sur la qualité de vie, en particulier les activités sociales, familiales, qui demandent plus de préparation et des fois certaines restrictions, évidemment. Et on va parler de l'importance de maîtriser son anxiété pour ne pas communiquer sa peur à son enfant. Et ça,
c'est une des choses importantes comme parent, c'est d'arriver soi-même à gérer son anxiété pour pouvoir aborder le sujet de l'allergie alimentaire de façon calme. Parce que nos enfants sont extrêmement sensibles, ce sont des capteurs de notre état. Et si on est anxieux, ben, ils le sentent et ils l'intériorisent. Donc, on va faire du mieux qu'on peut, mais comme parents, c'est une des raisons d'apprendre à bien gérer votre anxiété. Donc, l'impact sur la personne allergique, souvent, c'est plus bon. Là, je parle des enfants, évidemment, leur qualité de vie, quand on parle des activités sociales qui peuvent être plus restreintes ou planifiées avec plus de planification, ça demande plus de planification. Une préoccupation par rapport à être comme tout le monde, faire comme tout le monde, manger comme tout le monde. On va voir ça chez nos enfants, ils vont nous en parler. Une frustration par rapport aux restrictions et à la vigilance requise, qui peut devenir envahissante parfois. On voudrait juste pouvoir partir sans s'occuper de rien, sans prendre son épipène, mais c'est pas toujours possible. Évidemment, l'anxiété la plus présente et de quoi on va parler plus focalisé ce soir, c'est l'anxiété par rapport au risque de contamination, le risque d'une exposition accidentelle à un allergène, qui peut amener l'anxiété de séparation, évidemment, comme on disait tout à l'heure, de se restreindre plus, d'avoir peur de partir chez les amis et d'être loin de papa et maman. Évidemment, l'anxiété peut apparaître de façon plus intense et sévère après une réaction anaphylactique. On peut parler des fois d'un choc anaphylactique comme d'un traumatisme qui garde des marques. Si on imagine que le corps se rappelle de ce qui s'est passé durant la réaction anaphylactique, manger devient associé à un signal de danger qu'il faut éviter à tout prix. Donc, toutes les réactions allergiques qui sont apparues durant la réaction allergique, avoir le cœur qui débat, avoir le sentiment d'étouffer, ne pas se sentir bien, peuvent être comme rééveillées simplement par l'anxiété quand c'est le temps de se remettre à manger après une réaction anaphylactique. Donc là, il y a comme une rééducation graduelle à faire pour retrouver un sentiment de normalité face à manger. On va voir que la peur de participer à des nouvelles activités, être avec des nouvelles personnes, une nouvelle garderie. Il y a des enfants qui peuvent parler de la peur de mourir ou de se sentir très mal, d'être très malade. Et évidemment, la peur de l'auto-injecteur, la peur des aiguilles. Alors, on va essayer de parler d'outils pour gérer toutes ces choses-là. Pour ce qui est de l'anxiété plus aiguë, évidemment, si on pense à l'anxiété comme la peur, un sentiment de peur, il faut se rappeler que notre système nerveux est activé. Hein, on est en pleine situation où est-ce qu'on perçoit un danger. Puis j'ai souligné le mot perception parce que pour avoir peur et être anxieux, ce n'est pas un danger nécessairement réel auquel on fait face toujours, mais des fois, c'est la perception d'un danger. Et donc, il faut se mettre à la place de la personne qui est anxieuse, que pour cette personne-là, à ce moment-là, il y a la perception d'un danger qui amène dans son corps des réactions réelles, des neurotransmetteurs, l'adrénaline qui circule dans le système, qui est l'adrénaline pour comme le système d'alarme, le cortisol, l'hormone du stress qui nous dit « Oups, attention, état de stress, il faut être vigilant » et qui amène des réponses de vouloir fuir, éviter, qui peuvent faire figer, comme si on était devant un ours et qu'on peut soit figer ou s'enfuir. Donc, dans notre cœur, il se passe beaucoup de choses quand on est anxieux. Ça amène un état de confusion par moment. Ce n'est pas un moment où est-ce qu'on peut réfléchir. C'est pour ça que dans ces moments-là, essayer de parler ou de convaincre son enfant mais non, que tout va bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur, tu n'es pas raisonnable, allez, vas-y, ça risque de ne pas fonctionner. Il faut, dans un premier temps, quand on est dans vraiment un moment d'anxiété sévère, il faut essayer d'utiliser des stratégies qui vont viser à calmer l'activation physiologique. Alors, pour que plus tard, on puisse faire de la résolution de problèmes, de la gestion des pensées, avoir plus accès à la logique, mais dans le moment d'anxiété aiguë, on essaye simplement de calmer l'enfant en étant soi-même calme, pratiquer de la respiration, se ralentir. On ralentit, on prend une étape à la fois, on respire profondément, on pense à quelque chose d'apaisant. On peut se répéter un mot, une phrase. Tout va bien, je suis en sécurité. Et rester calme comme parent.
Quels sont les signes d'anxiété excessive? Donc, pour vous comme parents ou chez vos enfants, ce que vous pouvez remarquer, c'est, ce que vous pourriez voir, c'est de l'inquiétude intrusive. Donc, vraiment une inquiétude qu'on n'arrive pas à éteindre. Elle nous poursuit, elle nous suit partout au bureau, dans notre sommeil. On a des ruminations anxieuses. On y pense, on pense à des scénarios constamment. On imagine le pire. On pense à notre enfant qui est à l'école et qui a une réaction allergique, qui meurt. Pensée catastrophique. Hein? Alors, on imagine des catastrophes et c'est intrusif. Ça vous épuise, ça vous empêche de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Ce serait évidemment des signes d'anxiété excessive. Ça vient aussi avec de l'évitement, d'activités qui sont pourtant normales, malgré des précautions suffisantes. Donc, vous avez pris les précautions suffisantes et nécessaires pour être en sécurité. Vous avez votre enfant à son épipène, tout le monde autour de lui est avisé de son allergie, on a contrôlé la présence d'allergènes autour de lui, on a planifié les repas, mais malgré ça, votre enfant ou vous souhaitez arrêter ces activités-là, ne plus aller à l'école, ne plus manger avec les amis, etc. Donc, quand il y a ce genre d'évitement-là, c'est un signe qu'il y a une anxiété à gérer. Et quand il y a un impact sur le fonctionnement scolaire ou social, comme on disait, de ne plus vouloir participer à des activités qui sont pourtant normales et qui pourraient être gérées de façon à être sécuritaires. On peut voir de l'insomnie, des pleurs, des crises de larmes, des pertes d'appétit, des maux de ventre. Hein. Surtout chez les enfants, les maux de ventre peuvent être signes d'inquiétude, de tension. La peur de manger. Donc, quand ça va plus loin, vraiment la peur de manger et même développer un trouble alimentaire, là, vraiment ne pas être capable de manger suffisamment, de se nourrir suffisamment. Et ça serait une raison de consulter pour vraiment avoir un soutien professionnel pour ce genre d'anxiété plus sévère. On peut voir aussi des changements de comportement. Donc, vous connaissez vos enfants ou vous vous connaissez aussi vous-même. Si vous êtes plus agressif, plus irritable, si votre enfant est plus agressif, plus irritable ou se retire, parle moins. Des changements de comportement comme ceux-là méritent une attention, poser des questions et voir ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi ça marche. Les diapositifs, OK, voilà, on y arrive. Bon. Donc, parents anxieux, des petits trucs pour vous, les parents anxieux. Je dirais que l'aspect le plus important dans la gestion de l'anxiété, c'est vraiment de pouvoir distinguer les risques réels des pensées catastrophiques. Quel est le risque réel dans une situation donnée? De pouvoir vraiment bien évaluer ça. Ce qu'il faut se rappeler, ce qui m'aide moi aussi dans l'anxiété, c'est de se rappeler que les décès par anaphylaxie sont en fait très rares. On est plus à risque de mourir d'un accident de voiture que d'un choc anaphylactique pour même une personne allergique. Pourtant, on donne les clés de la voiture à nos adolescents, on les laisse partir, même si les risques de danger grave pour eux en auto sont plus grands que d'un choc anaphylactique. Donc, quand on prend toutes les précautions nécessaires, le risque de décès, par exemple, est en fait très minime. Donc, les ruminations, souvent quand on commence à entretenir des ruminations qui, par exemple, où est-ce qu'on prépare une situation et puis on se la répète et puis, OK, est-ce que je l'ai dit à la personne? Est-ce que la personne comprend bien les risques pour mon enfant? Est-ce qu'ils vont vraiment faire la bonne chose quand ils vont être tout seuls à la garderie avec eux? Est-ce qu'ils vont leur donner l'allergène que je ne voulais pas qu'ils leur donnent? Quand on rumine toutes sortes de choses comme ça, alors que ça a déjà été fait. On a déjà parlé au personnel scolaire, on a déjà envoyé notre enfant à l'école avec son auto-injecteur. On a formé notre enfant à dire non quand on lui offre quelque chose dont il ne connaît pas les ingrédients. Mais malgré ça, on rumine. Ça nous donne l'impression d'être protégé, de ruminer et de répéter de façon obsessive ce que vous devez faire pour protéger votre enfant. C'est comme si ça donne un faux sentiment d'être protégé. Ce que ça fait, c'est que ça rassure à ce moment-là, mais ça ne change pas vraiment le risque réel. Le risque a déjà été géré par votre plan d'action et par vos stratégies de prévention. Donc, savoir reconnaître quand vous faites des ruminations, mais qui ne sont plus nécessaires et qui ont comme but de vous rassurer,
sans changer le risque réel auquel vous êtes exposé. En quelque sorte, c'est distinguer ce qui vous rassure de ce qui vous protège. Et ça, je pense qu'on va y revenir, mais est-ce que ce que je suis en train de faire, relire la liste d'ingrédients une 4e fois, est-ce que c'est pour me rassurer ou est-ce que ça me protège plus? Et la réponse, c'est que ça rassure à ce moment-là. Parce que la lire 1 fois ou 2 fois, c'est ce qui protège. 3 ou 4 fois, ça ne l'est plus. C'est plus une protection. Voilà. Donc, on va parler de ce qui protège, évidemment. On peut commencer à en parler maintenant. Savoir ce qui protège, c'est très, très simple, ce qui protège. C'est connaître vos stratégies de prévention. C'est les communiquer à votre enfant, les communiquer aux gens qui s'occupent de vos enfants. C'est avoir l'auto-injecteur en tout temps. Donc, faites la liste de toutes les stratégies que vous mettez en place dans une situation donnée. Revoyez-la avec votre enfant. Assurez-vous de communiquer ça. Pratiquez ce qu'il y a à pratiquer. Mais au-delà de ça, il n'y a pas besoin de le répéter sans arrêt. Il faut le répéter régulièrement, oui, mais une fois qu'on a fait la base, c'est comme là, il faut faire un laisser-aller et de continuer d'entretenir des pensées par rapport à ça ou de répéter des gestes. Ça vise à vous rassurer, mais et non pas à vous protéger. Donc là, on est comme dans de l'anxiété et non pas dans la gestion de l'allergie. Un aspect important de l'anxiété, c'est que ça amène évidemment de l'évitement. Le problème avec ça, c'est que, bon, quand on a une allergie alimentaire, on est anxieux et c'est nécessaire d'éviter les allergènes. C'est sûr que l'évitement, c'est une partie importante de la gestion d'une allergie. Mais quand on est dans l'évitement à cause de l'anxiété, l'évitement peut devenir excessif et en venir à renforcer puis généraliser l'anxiété. Donc, attention à un évitement excessif qui rassure, mais qui renforce le cycle de l'anxiété. Par exemple, je vais empêcher mon enfant d'aller à une fête d'enfants parce que ça me rend trop anxieuse. Donc, on évite les fêtes d'enfants. Au lieu de pratiquer notre plan de prévention, nos stratégies de prévention et d'envoyer notre enfant à la fête d'enfants avec toutes les stratégies nécessaires pour qu'il soit en sécurité, puis réaliser que tout se passe bien. Bon, ça, c'est un autre endroit où est-ce que je suis en sécurité. Si on ne fait pas ça, on reste sur l'impression que il n'a pas été à la fête d'enfants, il est correct, heureusement, c'était un endroit dangereux. Et là, de répéter ça partout. Donc, on évite les fêtes d'enfants, on évite tous les restaurants de façon indiscriminée. Et peu à peu, on s'enferme dans un monde et dans une perception où est-ce que tout est dangereux, ou presque tout. La bulle autour de nous se restreint. Et en fait, notre anxiété grandit parce qu'il y a de plus en plus de choses qui nous font peur parce qu'on ne s'y est pas exposé. Et on n'a pas pratiqué nos stratégies de gestion du risque. Je donne l'exemple pour ceux d'entre vous qui connaissent le livre « Frisson l'écureuil peureux ». Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le trouver en magasin. C'est un petit écureuil bien mignon, mais qui est peureux. C'est le premier livre en tout cas. Et dans ce livre-là, c'est un petit écureuil qui reste dans son arbre et il est convaincu que le monde est dangereux. Il y a des araignées, il y a des bactéries, il y a des tarentules, il y a des abeilles méchantes. Et donc, il reste dans son arbre et il ne bouge pas. Il bouge d'une branche à l'autre, mais il ne sort jamais de son arbre. Il mange toujours la même chose et il se sent en sécurité comme ça. On peut comprendre que c'est monotone. Il n'a pas une vie très palpitante. Un beau jour, il se fait attaquer par une abeille, ou en tout cas, il voit une abeille. Il ne se fait pas attaquer par une abeille. Il voit une abeille et il est tellement pris au dépourvu, il tombe de l'arbre et il fait un vol plané et il tombe dans un buisson. Il se rend compte, en étant exposé à cette nouvelle situation-là, à cet inconnu-là, que non seulement il en sort vivant, mais il a eu du fun aussi. Il a fait un vol plané, il a découvert qu'il pouvait voler. Il a atterri dans un buisson, il est resté là 1 heure à contempler le ciel et il est retourné tranquillement dans son arbre, ce qui l'a amené le lendemain à vouloir répéter la même chose et faire un vol plané par jour dans son buisson. Ce qu'il a découvert à ce moment-là, c'est qu'en se jetant dans l'inconnu, il a découvert que l'inconnu n'était pas aussi dangereux qu'il pensait.
Donc, c'est un peu ce principe-là qu'on veut avoir en tête par rapport aux allergies alimentaires. Quand on est trop dans l'évitement, on ne s'expose pas aux situations qui pourtant pourraient être sécuritaires si on les aborde avec une bonne gestion des risques, avec notre plan d'action. Voilà, j'espère que ça c'était clair. Sinon, j'imagine je le verrai dans vos questions puis on pourra y revenir. Alors, gestion de l'anxiété. C'est sûr que l'anxiété, si on voit ça comme un sentiment de perte de contrôle, la peur, l'impuissance, un outil essentiel et important, c'est de se sentir prêt et en contrôle. Donc, d'avoir de l'information, de s'outiller pour connaître les situations qui sont à risque et avoir un plan clair de prévention et un plan d'urgence. Donc, on fait de la résolution de problèmes. C'est comme une gestion active de l'anxiété. On se met en état d'action. On va au-delà du problème, on essaie de le gérer puis on se donne des outils. Donc, ça va passer par éduquer l'environnement pour que les personnes qui prennent soin de votre enfant soient en mesure de prévenir une ingestion accidentelle et qu'ils savent réagir en cas de réaction. Ça implique de savoir affirmer et communiquer clairement ses besoins. Ça, c'est une des choses qui peut paraître banale, mais qui en fait est très exigeante pour les familles allergiques. D'oser être achalant par moment, d'oser répéter, de ne pas avoir peur d'être achalant justement, puis de répéter régulièrement aux personnes impliquées, d'oser demander dans les restaurants, parler au chef. Donc, vraiment communiquer clairement ses besoins et être sûr que les précautions nécessaires sont prises. Donc, ça, c'est à travailler si vous êtes quelqu'un qui avait de la difficulté à affirmer et communiquer vos besoins. L'autre aspect, c'est de responsabiliser votre enfant et de développer son autonomie dans la gestion de son allergie. Alors, il y a vos responsabilités et il y a leurs responsabilités et vous pouvez faire la liste. Voici ce que moi, je dois faire. Moi, je dois te soutenir et aller parler à ton enseignant pour l'aider à comprendre ce qui se passe et comment te garder en sécurité. Toi, ta responsabilité, c'est de savoir dire non quand on t'offre de la nourriture que tu ne connais pas, de le dire si tu ne te sens pas bien, de t'assurer de demander de l'aide et des choses comme ça. Donc, on peut faire une liste. Ce que ça fait, c'est que ça vous rassure que votre enfant n'est pas complètement impuissant. Il peut prendre en charge une partie de sa propre sécurité. Une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, une fois qu'on a fait la gestion active de l'anxiété, qu'on a fait la résolution de problèmes, on s'est outillé, il y a quand même une part d'impuissance ou de manque de contrôle total avec lequel il faut savoir composer. On ne peut jamais contrôler tout à 100%, à moins de faire comme Frisson l'écureuil et de rester dans notre arbre et de jamais bouger, ce qui n'est pas évidemment une façon de vivre. Alors, c'est important encore une fois de mettre en perspective. Les risques réels de décès sont faibles lorsque toutes les précautions raisonnables et nécessaires sont mises en place. Alors, encore une fois, avec la comparaison pour conduire une auto, une fois qu'on a toutes nos stratégies, on a appris à regarder notre rétroviseur, regarder nos angles morts, contrôler notre vitesse, on peut monter dans notre voiture et conduire en se sentant en sécurité. C'est la même chose avec les allergies alimentaires. Une fois qu'on a fait une série de choses nécessaires, on doit apprendre à laisser aller le risque que, par exemple, un camion nous rentre dedans sur la route. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais c'est un peu comme ça aussi. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Avec les allergies alimentaires aussi, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas complètement contrôler, mais on peut contrôler beaucoup et c'est souvent bien suffisant. On peut, pour composer avec l'impuissance ou le manque de contrôle et la détresse, l'anxiété que ça peut amener, évidemment, chercher soutien auprès d'autres parents ou auprès d'organismes et de professionnels. Ça peut bien aider d'avoir accès à quelqu'un qui vit les mêmes choses, à avoir accès à leurs trucs, qu'est-ce qu'ils font pour se calmer les pensées catastrophiques, partager des expériences. Et puis, tout ce qui impliquerait de pouvoir se calmer, faire de l'exercice, focaliser son attention sur vivre sa vie, avoir du plaisir, pas juste être obsédé tout le temps avec la gestion de l'allergie qui sinon peut prendre beaucoup, beaucoup de place au quotidien et ça devient un cercle vicieux. Donc, comment aider son enfant? Donc, évidemment,
Je pense que c'est important de présenter l'allergie alimentaire comme un défi qui se gère avec des stratégies spécifiques. Et distinguer la gestion de l'allergie alimentaire de l'anxiété. Ce sont deux problèmes différents. L'anxiété, il faut se calmer, il faut relativiser. L'allergie alimentaire, il faut utiliser notre plan de prévention et notre plan d'action. Donc, comment outiller son enfant pour augmenter son sentiment de contrôle? Tout comme quand on donne les clés de l'auto à notre adolescent, on ne va pas juste lui donner les clés d'auto, on va lui donner une série de règles à suivre pour être en sécurité. Mais on peut faire la même chose, évidemment, avec notre enfant et le présenter comme ça. C'est vraiment, on l'outille. Donc, par exemple, savoir dire non à la nourriture, savoir lire les ingrédients, connaître les signes d'une réaction allergique, savoir quoi faire en cas d'urgence, comment utiliser son auto-injecteur. Les enfants sont rassurés par de savoir que l'entourage est prêt, de savoir où sont les auto-injecteurs, porter un bracelet médical, porter leur auto-injecteur sur eux. Donc, ce sont des choses qui peuvent vraiment rassurer les enfants, les faire sentir en confiance. Et c'est ça qu'on vise pour gérer l'anxiété. Même chose pour les enfants, les aider à distinguer les risques réels des pensées catastrophiques ou des mythes. Alors, qu'est-ce que nos enfants entendent? Qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils croient par rapport à leurs allergies alimentaires? Essayer de voir s'il y a des croyances qu'on peut changer ou corriger. Par exemple, si quelqu'un à côté de moi mange des arachides, je vais forcément faire une réaction allergique. Non, il faut que la réaction allergique, il faut que la plupart du temps, à part exception, mais il faut une ingestion. Je sais que des fois, par rapport aux odeurs, ça peut aussi en déclencher, mais souvent, c'est une ingestion. Donc, il faut aller voir c'est quoi leurs croyances, puis vraiment s'armer de connaissances adéquates par rapport à l'allergie. Donc, d'abord écouter votre enfant. Qu'est-ce qu'il croit? Diminuer les pensées catastrophiques, parler de c'est quoi les risques réels, c'est quoi les précautions à prendre. Et une fois qu'on a pris ces précautions-là, le risque est vraiment minime. Ce qui marche avec les enfants, c'est de pratiquer des jeux de rôle et imaginer des scénarios où est-ce qu'on s'échange même le rôle de l'enfant. Alors, OK, imagine que tu es à une fête d'enfants et on t'offre un biscuit. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu peux demander si c'est sécuritaire? OK, là, c'est mon tour. Je suis dans un nouveau camp d'été et quelqu'un veut me partager sa paille de jus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ah, donc, on joue comme ça à des jeux, on imagine des scénarios. Chez votre enfant, c'est la même chose que tout à l'heure. Attention à l'évitement excessif des activités normales. On veut vraiment encourager l'enfant à participer aux activités tout en s'armant d'outils pour se sentir en confiance. Donc, on fait du renforcement, d'aller vers les activités, de se sentir en confiance. Quand on voit que notre enfant a posé les bonnes questions, a dit non à un biscuit, on le reconnaît, on valide, bravo, je t'ai vu faire ça, c'est excellent. Tu dois vraiment te sentir en confiance quand tu fais des choses comme ça, c'est très bien. Contrairement à ça, il faut faire attention au renforcement des comportements d'évitement. Alors, notre enfant est anxieux à l'école, sur l'heure du lunch, tout se passe bien, il n'y a pas de danger, tout est mis en place, mais il demande de rentrer à la maison parce qu'il a un petit peu mal au ventre, il ne se sent pas bien, il est anxieux. Bon, on le ramène à la maison et puis à la maison, on regarde la télévision et puis on ne retourne pas à l'école dans l'après-midi parce qu'il faut prendre le temps. Puis là, il y a comme un renforcement positif de l'évitement de l'école, alors que l'objectif serait plutôt de revoir les stratégies pour être en sécurité, calmer les réactions physiologiques, ralentir les pensées, rassurer, rester calme, mais retourner le plus rapidement possible dans le milieu qui a été anxiogène pour l'apprivoiser puis pour pratiquer vos stratégies de gestion des risques. L'importance du réseau social pour l'enfant, les amis doivent savoir. Les enfants et les adolescents nous demandent et le disent que ça les aiderait beaucoup que leur entourage connaisse leur allergie, soit au courant, comprennent c'est quoi. Ça les met en confiance et c'est sécuritaire aussi que les autres autour sachent c'est quoi une allergie et quoi reconnaître. Donc, l'idée ici, c'est de vraiment, dès le jeune âge, avoir un dialogue ouvert avec vos enfants
pour leur apprendre à parler ouvertement de leur allergie. C'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Oui, c'est quelque chose qui les rend différents des autres à un certain niveau. On peut comprendre ça, on peut valider cette perception-là, mais ils ont beaucoup plus de choses en commun avec leurs petits amis que de choses différentes. Alors, donc, on peut s'amuser à regarder, OK, qu'est-ce qui est différent? Quelle différence est-ce que tu remarques chez tes amis? Qu'est-ce qui est différent? Puis, qu'est-ce qui est pareil? Puis, faire ressortir qu'il y a plus de similarités que de différences. On peut encourager nos enfants à avoir un buddy system. Alors, quand il va, par exemple, dans une sortie scolaire, ça le rend anxieux. OK, ça va être qui ton buddy pour la journée? Qui va être ton petit copain qui mange à côté de toi, qui connaît ton allergie? Ça me met en confiance. C'est peut-être plus pertinent pour les enfants un petit peu plus vieux, ça. Ensuite, anticiper et préparer les nouvelles situations. Alors, on peut outiller notre enfant à toute situation qui est nouvelle et qui donc cause de l'anxiété. On fait les scénarios ensemble. OK, alors aujourd'hui, tu vas dans un nouveau camp, tu vas connaître de nouvelles personnes. À l'heure du lunch, qu'est-ce que tu peux avoir envie de dire à ton moniteur? Si telle chose se passe, comment est-ce que tu pourrais gérer ça? À qui tu peux demander de l'aide si tu as des questions ou si tu as une inquiétude. Alors, on les prépare, on va visiter les nouveaux endroits ensemble, on rencontre le personnel ensemble, mais on essaie d'apprivoiser ces nouvelles situations. C'est intéressant de pratiquer aussi des techniques de relaxation et de respiration. Et ça, pour ça, il y a plein de ressources en ligne, il y a des livres que vous pouvez trouver, des petits manuels de relaxation pour les enfants. Donc, ça, c'est un petit jeu intéressant qui peut se faire, par exemple, avant le sommeil le soir. Pratiquer quelques techniques de respiration profonde. Pratiquer un mantra. Alors, on se dit calme, calme ou tout va bien. Et on fait nos respirations. Donc, de vraiment outiller l'enfant à savoir reconnaître ses états de tension, d'anxiété, puis de savoir respirer et se ralentir. Ça peut devenir très intéressant dans les moments où il est anxieux tout seul dans une situation ou quand il s'apprête à manger quelque chose. Soutien émotif, évidemment, d'être à l'écoute de son enfant et de reconnaître les défis. Donc, on minimise pas leur expérience. On reconnaît que oui, c'est un défi par moment de gérer son allergie. Donc, on écoute, on valide, puis en même temps, on passe au mode résolution de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir en confiance? Pour les cas complexes, où est-ce qu'il y a un évitement rigide et de l'anxiété sévère, quelqu'un, par exemple, un enfant qui ne veut plus manger ou qui mange vraiment avec grande difficulté, puis que ça déclenche plein de symptômes qui pourraient ressembler à une réaction anaphylactique, je pense que c'est important de consulter un professionnel et d'avoir un processus de reconstruire graduellement la confiance et le sentiment de contrôle de l'enfant. Ça pourrait passer, par exemple, par repartir à zéro. OK, il ne veut plus rien manger, on recommence à zéro. Qu'est-ce que tu es confortable de manger? OK, on va le cuisiner ensemble. On va lire les ingrédients ensemble et tranquillement, on réélargit la variété des aliments auxquels l'enfant peut s'exposer. En partant de où l'enfant est capable de commencer, puis de construire à partir de là. Toujours en plaçant l'enfant dans une situation où est-ce qu'il est en contrôle de l'exposition graduelle. Mais ça, c'est important de le faire avec ou en tout cas, c'est aidant de le faire avec quelqu'un qui peut vous aider à faire cette exposition graduelle-là. OK. Au secours, j'ai un ado. Donc, c'est sûr que les adolescents, c'est un groupe à risque de réaction anaphylactique. Pourquoi? Parce que ils sont dans une phase de recherche d'indépendance. Ils ont des pressions qui pourraient les amener à prendre des risques. Par exemple, l'image de soi, de vouloir paraître cool, paraître comme tout le monde, appartenir au groupe. Ils sont plus impulsifs. Hein. Le cerveau adolescent est un cerveau qui n'est pas aussi réfléchi que celui de l'adulte. Donc, il va y avoir plus d'impulsivité. Ils vont avoir plus de difficultés à penser aux conséquences de leurs actions et de se sentir invincible. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce cerveau adolescent? Alors, ce qu'on a vu dans les études, c'est que les comportements à risque qui sont observés chez les adolescents incluent ne pas lire et vérifier les ingrédients. 31% des adolescents ne faisaient pas ça.
Jusqu'à 60% des adolescents pouvaient ignorer la mention « peut contenir des traces » quand ils lisent les ingrédients. Qu'à peu près 47% pouvaient ne pas avoir leur auto-injecteur avec eux. Et une grande proportion avait tendance à ne pas traiter la réaction anaphylactique avec un auto-injecteur, donc à attendre et à ne pas utiliser l'auto-injecteur. Et on va parler de pourquoi c'est comme ça. Pourquoi? Ce qui a été identifié, en premier, c'est qu'ils ne comprennent pas toujours la liste des ingrédients. Donc, et ils ne comprennent pas toujours l'importance de respecter quand on dit trace de quelque chose. Donc, il y a de l'éducation à faire là-dessus de comment est-ce qu'on lit la liste des ingrédients, pourquoi est-ce que c'est important de respecter quand il y a un potentiel de trace de quelque chose. Une autre raison pour laquelle ils ont des comportements à risque, c'est qu'ils ne veulent pas attirer l'attention ou déranger. Donc, être au restaurant avec leurs amis puis attirer l'attention sur leur allergie, ça leur tente pas plus qu'il faut. Mais quand on habitue nos enfants jeunes, quand ils nous voient nous-mêmes faire ça et qu'ensuite on les encourage à le faire pour eux-mêmes, de parler de leur allergie, de poser des questions, quand ils nous voient faire ça depuis un jeune âge et que la communication est ouverte, je pense que ça met un terrain plus propice à ce qu'ils puissent faire ça plus tard, eux aussi, quand ils sont tout seuls. Ils ont tendance à sous-estimer les risques. Donc, dans nos discussions avec les adolescents, c'est important, ça peut aider d'avoir des discussions où est-ce qu'on anticipe une situation ensemble et on réfléchit aux risques. Où sont les risques? Quelle est la probabilité de ces risques-là? Et comment est-ce qu'on va les gérer? L'impulsivité, comme on disait tout à l'heure, donc peut réfléchir et agir vite. Donc, c'est comme si dans ces moments-là, il faudrait pouvoir leur prêter notre cerveau d'adulte et réfléchir pour eux. Et par moments, ben, c'est ce qui doit être fait, c'est de réfléchir pour eux. Ils ne comprennent pas toujours bien quand il faut s'administrer l'auto-injecteur et justement parce qu'ils attendent trop longtemps. On va parler de ça tout à l'heure, mais il y a de l'éducation à ce niveau-là à faire pour vraiment comprendre quels sont les signes d'une réaction allergique et quand est-ce qu'il faut se donner l'auto-injecteur et rapidement. Puis évidemment, la peur des aiguilles que parfois il va falloir adresser. Donc, que faire? Ce que les adolescents demandent, ce sont des auto-injecteurs plus petits et faciles à transporter. Donc là, on a plusieurs options sur le marché. Mais il y a une préoccupation avec être cool. Donc, on peut s'amuser avec les différents étuis à auto-injecteurs, etc. Ça a l'air peut-être pas très important, mais pour les adolescents, ça l'est, puis ça peut faire la différence entre porter son auto-injecteur ou non. Donc, avoir vraiment une ouverture à jouer avec ces idées-là. Éducation sur meilleure compréhension et sensibilisation de leur entourage. Donc, comme les enfants tout à l'heure, on disait qu'ils voudraient que leurs amis sachent et comprennent mieux. Les adolescents demandent clairement ça, que leur entourage soit mieux éduqué et comprenne mieux. Donc, les outiller pour faire cette éducation-là et les soutenir à faire l'éducation, à parler à l'entourage. Pratiquer l'utilisation des auto-injecteurs. Il y a quelque chose à apprivoiser et une compétence à acquérir dans utiliser l'auto-injecteur. Un des prédicteurs des comportements qui adhèrent. Donc, c'est quoi qui va prédire qu'un adolescent va faire ce qu'il est supposé faire pour se garder en sécurité? C'est le sentiment d'efficacité et de compétence par rapport à la gestion de son allergie. Quand un adolescent se sent compétent et efficace pour gérer son allergie, il se sent en confiance et il met les stratégies en place. Quand il ne se sent pas outillé, pas compétent, quand il manque de connaissances, quand il manque de pratique, il va être plus propice à avoir des comportements à risque. Donc, on peut pratiquer l'utilisation de l'auto-injecteur et s'assurer, comme on disait, d'une bonne compréhension des signes d'une réaction allergique, de quand est-ce qu'il faut se donner l'auto-injecteur. Et l'aider à se trouver un réseau avec d'autres personnes allergiques où est-ce qu'il peut partager son expérience et aller chercher des trucs. Donc là, il y a diverses associations et ressources auxquelles on peut les connecter. Et je vais en parler à la fin, il y en a des très intéressantes. Donc, discussion ouverte sur le sujet de l'allergie alimentaire dès un jeune âge. Donc, on est des modèles. Quand on parle ouvertement,
quand il n'y a pas de tabou. On aide à contrer le sentiment de honte ou d'embarras par rapport à avoir une allergie alimentaire. C'est quelque chose qui est normal. Faut juste, c'est un défi et on fait avec. Donc, discussion ouverte depuis un jeune âge. Plan d'urgence avec symptômes précis nécessitant l'auto-injecteur. Ça, c'est à donner à nos adolescents. Être sûr qu'ils comprennent bien le plan d'urgence et les symptômes précis. Avec eux aussi, on peut anticiper des scénarios. Évaluer avec eux si leur réponse semble les protéger. Donc, OK, si tu faisais ça, qu'est-ce que tu penses qui arriverait? Est-ce que tu penses que ça te protégerait bien? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est trop? Faire des jeux de rôle. Donc, prendre le temps de faire ça quand votre adolescent est ouvert, quand la communication est disponible. Donc, choisir le moment, évidemment. Encourager l'indépendance et superviser la gestion des risques. Donc, c'est vraiment un transfert de compétences. On transfère à nos adolescents la compétence de gérer les risques associés à leur allergie. Donc, c'est graduel. Il y a des moments où est-ce que vous faites encore pour eux, puis des moments où est-ce qu'ils le font pour eux-mêmes, mais on fait des petits check-in, puis un petit peu de supervision en laissant du lousse. Un petit peu comme on ferait quand on laisse nos adolescents conduire l'auto. On fait des check-in, on fait des petits rappels, mais en même temps, ben, on essaie de faire confiance. Puis, rester disponible et au courant de leurs activités. Donc, c'est important comme parent à cette étape-là d'être quand même au courant, de ne pas trop décrocher, pas trop leur donner leur autonomie trop rapidement non plus, parce qu'eux-mêmes peuvent sentir le besoin de faire des petits check-in avec leurs parents et de continuer de se sentir soutenus. Donc, on reste au courant de leurs activités, on pose des questions, puis on reste disponible pour parler des situations qui pourraient les mettre à risque ou qui les inquiètent eux-mêmes. Alors, ressources, donc, c'est sûr que dans la gestion de l'anxiété, on parle toujours de s'outiller, de recevoir du soutien. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources en ligne très intéressantes. Évidemment, il y a Allergie Québec qui offre plein d'informations, qui a un service de parrainage très intéressant, qui offre des conférences, de l'information, etc. Pour les adolescents, il y a au Anaphylaxie Canada qui a une section intéressante qui s'appelle Why Risk It en anglais. En français, c'est Pourquoi prendre le risque. C'est une section vraiment dédiée pour les jeunes et les adolescents qui a, par exemple, des sections sur comment gérer l'intimidation, comment gérer la période des fréquentations, quand on veut commencer à fréquenter le sexe opposé, c'est quoi comment on fait ça, comment est-ce qu'on demande à quelqu'un, as-tu mangé des arachides avant de l'embrasser? Donc, ça adresse toutes ces questions-là que les jeunes peuvent se poser. C'est fait, ça permet aussi un réseautage entre jeunes. Il y a des vidéos faites pour les jeunes, par les jeunes. Et il y a plein de sujets d'adresser dans lesquels vos adolescents et vos jeunes peuvent se reconnaître et aller chercher de l'information. Le Food Allergy Research and Education, ils ont un site web aussi extrêmement riche en informations. Évidemment, c'est en anglais, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Il y a plein d'outils de toutes sortes. Déjouer les allergies qui ont un guide de ressources disponible gratuitement et un site Internet où il y a plein d'informations aussi. La revue Allergic Living qui est extrêmement riche aussi en articles, en outils, en informations, en ressources. Puis, en supplément, vous pourriez aller vous chercher des livres pour enfants sur la relaxation. J'en ai pas de particulier à recommander, mais vous pouvez aller vous chercher des petits manuels de relaxation pour les enfants, puis pratiquer ça de façon régulière. Le yoga, tout ce qui est activité physique, plaisir. Quand on a un enfant anxieux, c'est important. Encore une fois, si on se rappelle la diapositive, le diapo initial, quand on est anxieux, notre corps est inondé d'hormones du stress, de neurotransmetteurs, du signal d'alarme du système nerveux. Donc, l'exercice, ça aide le système à se défaire de toutes ces hormones du stress. Donc, ça aide à libérer des endorphines qui sont un calmant naturel. Donc, tout ce qui est yoga, exercice, relaxation, ça aide à contrer les effets de l'anxiété chez les adultes et les enfants. Voilà, donc on est à la fin de ma présentation, la portion présentation. On est dans la période des questions. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller question clavardage ou chatter. J'ai déjà une dame Geneviève
qui a envoyé la question suivante. Donc, mon garçon de 8 ans qui est allergique au blé et à plusieurs autres allergènes qu'elle nomme, a commencé à intégrer les œufs et le lait cuit en petite quantité depuis 1 an et demi. Il tolère bien, mais l'aspect psychologique est difficile. Il a toujours peur d'en manger et dit que ça lui pique. Il faut absolument argumenter afin de continuer l'intégration. Je peux comprendre qu'il a peur, mais y a-t-il des façons de l'aider à continuer son intégration? OK. Donc là, on est à l'étape, si je comprends bien, d'un petit qui après une longue période d'avoir eu à éviter un aliment allergène, en est à l'étape de devoir l'intégrer. Alors, c'est en effet une étape qui amène de l'anxiété parce que tout d'un coup, on change le message. Quelque chose qui était évité et dangereux, on doit le manger. Donc, la première étape, évidemment, c'est de bien comprendre en présence du médecin, avec le soutien du médecin, que c'est sécuritaire de le faire. Que si on lui demande de faire ça, c'est qu'il y a vraiment une confiance de la part du médecin, que c'est sécuritaire pour lui. L'aider à anticiper que c'est vrai qu'il peut y avoir des petites réactions, mais que ce ne sont pas des réactions qu'on considérerait dangereuses. Donc ça, c'est encore le médecin d'expliquer ces aspects-là, de valider qu'en effet, c'est anxiogène, c'est correct qu'il se sente anxieux. Puis là, c'est de l'outiller pour faire ça, y aller graduellement. Donc, ne pas pousser trop fort, ne pas aller trop vite. Selon moi, ça serait de lui permettre de verbaliser son inquiétude, de prendre des pauses pendant qu'on lui demande de manger l'aliment auquel il doit s'exposer, de se ralentir, de prendre des grandes respirations. En expliquant bien que la respiration, c'est pas parce qu'on a peur qu'il respire pas, c'est parce que c'est vraiment une façon de se calmer. Alors, on lui donne des outils pour se sentir en contrôle. OK, tu manges, tu arrêtes, tu prends une pause, tu respires. Et on prend le temps qu'il faut pour terminer la période d'ingestion de l'aliment allergène. J'espère que ça répond un petit peu. Donc, c'est d'être à l'écoute et d'être bien patient. La deuxième partie de la question, c'était: mon garçon est aussi anxieux lors des repas à l'école. Il se met de lui-même un peu en retrait, malgré que j'ai toujours fait en sorte à l'école et à la garderie qu'il soit le plus intégré possible et non à part. Y a-t-il des façons pour qu'il se sente mieux? Alors, je ne sais pas ce qui a été fait ou pas été fait. Donc, évidemment, c'est des grandes lignes que je donne, mais dans une situation comme celle-là, ce que je pourrais imaginer, c'est dans un premier temps d'être à l'écoute, de faire verbaliser l'enfant sur exactement c'est quoi qui le rend anxieux, quel scénario a-t-il en tête, qu'est-ce qu'il imagine qui va arriver. Donc, on peut même imaginer ce scénario-là avec lui. OK, imagine que tu es à la table, imagine quels amis tu aurais autour de toi. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver ensuite? OK. Donc, d'essayer d'évaluer, encore une fois, les risques réels des pensées catastrophiques. Donc, on essaie de voir sa perception du danger. Est-ce qu'on peut faire des modifications? Est-ce qu'il y a des mythes, des croyances qu'on peut corriger? Donc, d'imaginer que les arachides vont lui sauter dessus. Non, ça ne saute pas sur personne, les arachides. Tu peux avoir quelqu'un à côté de toi qui mange quelque chose, mais tant que tu ne la gères pas, tu es en sécurité. Et ensuite, de l'outiller par rapport à ces scénarios-là. Donc, qu'est-ce qui t'inquiète? On va l'imaginer concrètement. Puis ensuite, on va développer ensemble des outils pour voir comment est-ce que tu peux, toi, te mettre en confiance. Donc, si tu as un ami qui est trop près de toi, et là, tu es inquiet que son aliment touche le tien ou son lunch touche le tien, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux lui dire ça? OK, on va le pratiquer ensemble. Dis-le-moi comme si j'étais ton petit ami. À qui tu peux demander? Quel prof est-ce que tu peux aller voir pour expliquer que tu as besoin d'un petit peu plus d'espace autour de toi? On peut aussi proposer une exposition graduelle à cette situation-là. Alors, est-ce qu'on peut travailler avec l'enfant et l'enseignant pour qu'on commence par mettre l'enfant à l'écart où il est actuellement, où il se garde actuellement, puis on l'approche tranquillement. On approche la table des autres tables, on approche la chaise, on approche le napperon. Et puis, tranquillement, on va là où est-ce qu'on est un petit peu plus dans le groupe. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Donc, on a d'autres questions ici. On a José
Que faire avec un adolescent qui refuse d'informer sa copine sur son allergie aux arachides de peur qu'elle le laisse? Oui. Bon. Alors, ce sont des enjeux tout à fait légitimes de l'adolescence. Une des choses qu'on pourrait voir, c'est comment parler avec son adolescent. En même temps, la peur de se faire laisser par sa copine, ça peut être présent chez d'autres adolescents que juste aux prises avec une allergie alimentaire. Donc, juste parler de ça en soi, ça peut être intéressant de voir comment est-ce que tu te sens avec ta copine, qu'est-ce que tu sais d'elle, est-ce que c'est quelqu'un comment tu l'as vu réagir dans d'autres situations, est-ce que c'est quelqu'un de sensible, est-ce que c'est quelqu'un à qui tu peux parler d'autres choses, est-ce que tu lui parles de quand tu n'as pas bien réussi un test, quand tu t'es senti poche donc, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu peux être toi-même, tu peux te sentir en sécurité, de montrer toutes les choses, les belles et les moins belles. Et te mettre vulnérable, parce que c'est comme ça qu'on bâtit l'intimité et la confiance, c'est en se mettant vulnérable, puis en montrant qui on est vraiment. Donc, il y a cet aspect-là, de voir un petit peu comment il se sent dans la relation. Regarder avec lui comment est-ce qu'il pourrait lui dire, quel mot il pourrait utiliser, c'est quoi les risques réels qu'elle parte? On pourrait poser la question comme ça aussi. Selon toi, si tu regardes ça en termes de probabilité, imagine-toi en train de lui expliquer ton besoin, de la mettre au courant et puis de savoir que tu es en sécurité avec elle quand vous vous embrassez. C'est quoi les risques réels que ça la fasse partir? Regardons ça un moment. Est-ce que c'est possible que tu sois plus inquiet que la réalité le mérite? Je lui proposerai les ressources justement en ligne pour les adolescents. Ces questions-là sont abordées et il y a probablement aussi même d'autres adolescents avec qui il peut trouver à en parler, un réseau. Comment est-ce que les autres font ça? J'espère que ça répond un peu à la question. OK, c'est une autre question, ça ici. Oui, une de mes sources de stress est que j'aimerais mettre en place un plan d'action pour mon enfant, mais comme il a 2 ans, nous ne pouvons pas le faire. Il n'est même pas au courant qu'il a des allergies. Nous avons éduqué tout le monde, mais la perception que c'est juste une intolérance ne nous donne pas confiance envers l'entourage. Avez-vous des trucs? Oui, alors évidemment, à 2 ans, le plan d'action, c'est le plan d'action du parent et de l'entourage, moins de l'enfant. Donc, là, vous parlez d'une perception que l'entourage ne comprend pas la différence entre intolérance et allergie. Donc là, on parle vraiment du besoin d'éduquer l'entourage et d'oser y aller. Donc, par exemple, je peux vous donner un exemple personnel que quand mon petit a commencé la garderie, je ne me suis pas gênée, je suis arrivée là avec mon ordinateur, ma présentation que j'étais allée chercher sur le site d'EpiPen à ce moment-là. Et j'ai demandé une demi-heure du temps de tout le staff et je leur ai présenté le vidéo et on a parlé de c'est quoi une allergie, c'est quoi les réactions allergiques, pourquoi c'est sérieux, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je les ai sensibilisés, puis moi, ça m'a mis à l'aise. Et eux, en fin de compte, étaient très contents d'avoir compris la chose et d'être encore outillés. Puis, je faisais ça 2 fois par année, un petit rappel. Et ils étaient contents. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas toujours des gens ouverts ou disponibles comme ça de l'autre côté, mais il ne faut pas être gêné d'affirmer que c'est une nécessité. Ce n'est pas un caprice, ce que vous avez à faire. Vous voulez... c'est leur responsabilité autant que la vôtre de comprendre les risques, de comprendre c'est quoi une allergie, que c'est pas une intolérance et de s'outiller pour que ce soit un environnement sécuritaire pour votre enfant, tout comme ils s'organisent pour que les jeux soient sécuritaires, qu'il n'y ait pas de sacs de plastique qui traînent par terre, etc. C'est la même chose. Donc, vous avez le droit d'exiger ça. Voilà. Oui, alors, bonjour Dominique, ma nièce. Ça, c'est Dominique, seigneur d'Allergie Québec. Alors, ma nièce de 3 ans est polyallergique et je me demandais qu'est-ce qui cause le changement de réaction face à un aliment. Elle pouvait manger du bœuf sans problème
et récemment, elle s'est mise à réagir à cet aliment. Je me suis dit qu'en raison de ces diverses allergies, le corps devient un peu perturbé et surréagit. Est-ce possible? Merci beaucoup. Alors, évidemment, cette question-là, elle est un petit peu médicale, donc c'est un petit peu hors de mon domaine. Ça pourrait autant être qu'il y a quelque chose au niveau physique qui se passe, qu'il faudrait la faire tester, travailler avec l'allergologue. Donc ça, je ne le sais pas, je ne peux pas vraiment répondre. Je dois juste parler en termes de grandes lignes. Mais c'est sûr que quand on a un enfant qui réagit à beaucoup de choses, qui a plusieurs allergies, qui en plus peut être un peu anxieux, ben encore une fois, le corps, il devient réactif facilement. Donc, pour ce genre de situation-là, tout ce que je peux suggérer, c'est des techniques régulières de gestion des symptômes d'activation du système nerveux, donc relaxation, exercice, yoga, plaisir, parce qu'on veut vraiment diminuer le seuil d'activation du système pour comme essayer de distinguer qu'est-ce qui est anxiété puis activation, puis qu'est-ce qui est vraiment le système immunitaire là, qui réagit. Donc, ça, il faudrait comme travailler avec un allergologue aussi là, sur cette question-là, je pense. Dernière question. Qui est où? OK. OK. Alors voilà. Donc, excusez-moi. Donc, juste pour votre information, le webinaire a été enregistré. Donc, il va être disponible, on va vous l'envoyer par courriel aux personnes qui ont été présentes ce soir, d'ici environ une semaine. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir été là ce soir. J'espère que ça a été utile, que vous en avez retiré quelques outils et de l'information. Et puis, voilà. Bonne soirée à vous.